Là, je suis ravie parce qu'on va parler avec une autre success story de la fintech française que vous devez bien connaître. Et on va avoir deux speakers pour ça. Donc, j'appelle avec moi sur scène Rodolphe Ardan, fondateur de Spendesk, et Axel Desmailly, le CEO. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je vais faire la petite transition, puisqu'avant, il parlait beaucoup d'IA. On a pu un peu entendre ça en coulisses. J'imagine que vous n'avez pas découvert non plus l'IA avec ChatGPT fin 2022 et que Spendesk en faisait quand même déjà. Mais quand même, quand on est un peu une vieille fintech et qu'il y a tout ça qui arrive, comment on fait face à l'IA, Rodolphe? Vieille fintech, t'es un peu dur, Charlie. Attends, on se connaît depuis longtemps, ça y est. Écoute, nous, l'IA, on a commencé au début de Spendesk en 2016-2017. Enfin, la boîte a été créée en 2016. On a déjà des fonctionnalités IA dans le produit en 2017, au moment où l'IA était moins sexy. Ça s'appelait des algorithmes de machine learning. Ça a été bien rebrandé depuis. Mais notre mission a toujours été finalement de se dire comment est-ce qu'on peut libérer les entreprises, leurs collaborateurs de toutes ces tâches chronophages qui finalement les empêchent de se concentrer dans l'essentiel. Et c'est certain que le levier numéro un pour pouvoir le faire, ça reste la technologie. Donc, comment est-ce qu'on intègre les nouvelles technologies et les avancées technologiques dans la résolution des problèmes des utilisateurs? Finalement, c'est ce qu'on a fait un peu depuis le début. Donc, nos premiers algorithmes de machine learning, ou d'IA, ça a été tout ce qui permettait d'extraire les informations des documents, de factures, de reçus pour automatiser tout l'extraction de la TVA ou tout le travail de mise en comptabilité via Spendesk. Depuis, on a aujourd'hui plus de 15 fonctionnalités d'IA qui sont complètement intégrées dans notre produit et qui gèrent, je crois, à peu près plus de 2 millions de champs comptables par mois pour nos collaborateurs. Ce qui est, je trouve, très excitant, finalement, c'est les progrès de cette technologie, avec justement cette révolution d'intelligence artificielle générative, et qu'est-ce que ça peut apporter dans, finalement, toujours pareil, dans cette libération des entreprises et des collaborateurs de l'ensemble de leurs tâches chronophages. Et nous, on est très excités, en fait, par, finalement, cette nouvelle capacité à aller fournir des interfaces extrêmement personnalisées, c'est-à-dire qui vont permettre de répondre à un besoin donné ou une action donnée qu'une personne à un instant donné va avoir besoin, et finalement le logiciel va lui permettre de le faire de manière instantanée en prenant en compte son contexte actuel. Comment est-ce que vous mesurez un peu tout ça, l'impact de tout ce que vous mettez en place avec l'IA concrètement? Parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui rapporte de l'argent, hein, en tout cas pas pour l'instant, mais c'est quoi un peu la mesure? Pour l'instant, il y a à la fois l'IA dans notre produit, et en effet, dans quelle mesure est-ce que on aide nos clients à simplifier la gestion de leurs dépenses au quotidien, comment ils vont plus vite, comment ils passent moins de temps sur les tâches chronophages dont tu parlais, Rod. Et je pense qu'il y a un deuxième axe très important à mes yeux à mentionner quand on parle d'IA, et ça va rebondir avec ce que j'entendais en coulisses de la session précédente, c'est de mettre en place aussi l'IA dans les mains de chacun des collaborateurs pour aussi simplifier la façon dont nous, on opère, la façon dont nous, on opère notre produit et on opère l'ensemble de nos fonctions au quotidien. On a fait le choix, je pense que ça fait un moment que les dirigeants que vous êtes ici avaient investi sur de l'expertise, sur des AI specialists, des machine learning engineers, des data scientists. Je pense que c'est une dépense qui est importante, mais ce qui est un peu nouveau aujourd'hui et ce qui s'accélère grandement, c'est toutes les solutions, en effet, qui permettent de mettre l'IA dans les mains de tout le monde. Tout à l'heure, Philippine de Conto le disait, et je vais répéter à peu près la même chose, parce que finalement, on en est à peu près au même stade. On a aussi un partenariat stratégique avec Dust, qu'on a lancé en février cette année. Et je trouve ça fabuleux de voir à quel point tous nos collaborateurs sont capables aujourd'hui d'identifier très vite des cas d'usage où ils se disent « j'ai une tâche répétitive, j'ai une opportunité de l'améliorer ». Je vais coder tout seul, sans aucune compétence technique, mon agent dans mon coin, dans un mode sécurisé pour les données, ce qui est important pour notre industrie évidemment, et démultiplier comme ça les cas d'usage à une vitesse phénoménale. Aujourd'hui, on a lancé Dust chez nous en février, je disais.
on a déjà plus de 60% des collaborateurs qui l'utilisent tous les jours. On a 70 agents qui ont été créés. Enfin, je trouve que cette accélération et cette démocratisation de l'IA est absolument clé. Enfin, il y a quelques années, on réfléchissait en effet en cas d'usage en se disant est-ce que je vais utiliser l'IA pour le cas A, B, C, D? En fait, là, aujourd'hui, on se rend compte qu'en mettant les bons outils, en investissant correctement dans la workforce de l'entreprise, des cas d'usage, il y en a tous les jours qui se déploient. Et après, notre job en tant que dirigeant, c'est en effet de mesurer lesquels ont de l'impact et ensuite les passer, comme on dit, à l'échelle. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a un agent qui a été créé de façon complètement organique chez nous, qui vient répondre aux demandes des clients sur notre service support, d'une banalité, je dirais, assez déconcertante aujourd'hui. En attendant, l'agent a été correctement codé par un opérateur. Il répond correctement à 25% des questions de nos clients, qui ne sont quand même pas des questions simples. Enfin, c'est un système compliqué qu'on gère. Mais en une semaine, le truc est codé, on le déploie. Enfin, l'impact, il est quand même très rapide. Et je pense que notre job en tant que dirigeant, derrière, c'est de le mettre à l'échelle et d'en faire la nouvelle norme de fonctionnement de l'entreprise. C'est ça la difficulté. Bon, on vous a aussi invité ici, c'est pour parler un petit peu, parce que comme c'est pas une vieille fintech, en tout cas une grosse fintech, et là vous êtes dans cette phase assez intéressante, vous avez vécu l'hypercroissance, etc. Et là on est plus sur la phase, alors je sais pas si tu me diras, rentabilité. Comment est-ce qu'on arrive à passer justement de celle-ci, où c'est waouh, à bon, on devient grand, quoi? Je vais commencer, puis tu compléteras, Rod. Je pense que c'est en effet une phase importante, c'est une phase assez critique, c'est un changement de paradigme assez profond dans l'entreprise, dans la façon dont sont prises les décisions au quotidien. Et c'est quelque chose que, voilà, pour parler avec pas mal de nos clients, hein, nous on s'adresse aux PME et ETI en Europe, on n'est pas les seuls, je pense que c'est sur les lèvres de pas mal de gens cette question-là. La complexité, c'est de trouver le juste milieu entre deux forces en fait assez finalement contradictoire. D'un point de vue, il faut être plus raisonné sur l'engagement des coûts de l'entreprise. Cash is king, il faut faire attention à comment est-ce que je déploie les ressources. Et d'un autre côté, on a tous cette pression de l'IA, on parlait tout à l'heure de blockchain, enfin de toutes ces nouvelles technos qui ont le potentiel de rebattre les cartes sur lesquelles, si on n'investit pas, on a un peu peur de notre pérennité. Donc comment trouver le bon juste milieu entre ces deux forces un peu contradictoires? Moi, mon point de vue, en tout cas la méthode qu'on a utilisée depuis quelques mois chez Spendesk, c'est de se poser la question de façon régulière, de façon systématique et de façon assez audacieuse de quels sont les moteurs de création de valeur pour le client. Qu'est-ce qui compte pour le client à la fin? Qu'est-ce que le client achète quand il achète Spendesk? Ou qu'est-ce qu'il achète quand il achète vos solutions? Et tout ce qui est annexe, tout ce qui est à côté de ça, avoir le courage d'enlever ces distractions-là, pour derrière se dire... Je vais me poser les questions maintenant de comment est-ce que j'investis les ressources que j'ai, de façon bien mesurée, bien pilotée, dans les technologies, dans les paris d'avenir. Chez Spendesk, on a mis ça en place, comme je disais, ça fait un moment. Moi, en effet, la première ligne de ma feuille de route, c'est d'amener la boîte à la rentabilité. On fait des bons progrès là-dessus. On aura probablement quelque chose à annoncer bientôt. Et en même temps, ce qui est primordial, c'est de continuer à innover. Et on le fait beaucoup. Aujourd'hui, on a du procurement qui s'est ajouté, qu'on a acheté l'année dernière et qu'on a mis en place cette année. On a tout cet investissement dans l'IA qui est assez critique. On a développé l'année dernière aussi un institut de paiement en propre, Spendesk Financial Services. Enfin, voilà, il faut trouver être un peu ambidextre, je dirais, entre ces deux méthodes-là. Et peut-être pour finir, pour moi, c'est pas anodin que chez Spendesk en particulier, on arrive à faire ça, parce que quelque part, moi, en arrivant, il y a quelque chose qui m'a frappé. Donc, je suis arrivé il y a 6 mois dans la boîte. C'est justement, on est probablement les premiers clients de Spendesk, nous-mêmes, et avoir cette visibilité sur les dépenses en temps réel, de façon centralisée, avant même qu'elles soient engagées, je pense que c'est pas anodin que ça nous aide dans cette transformation. Et toi, tu n'étais pas fait pour cette phase, justement, d'aller vers la rentabilité? Et ce n'est pas une critique, mais il y a beaucoup de CEO qui s'arrêtent après à ce moment-là pour laisser d'autres prendre le relais, d'ailleurs. Je pense qu'il y a une complémentarité dans nos profils, Axel et moi, et c'est vraiment la réflexion qu'on a eue en faisant venir Axel dans l'organisation. Là, un des points que je voulais rajouter, ce que tu viens de dire, Axel, c'est, je pense, dans les premières années d'innovation, il y a quand même tout un enjeu de construction et d'évangélisation de ton marché, donc un enjeu quand même d'investissement très lourd.
hein. Donc investissement dit perte la plupart du temps. Et on atteint aujourd'hui une certaine aussi masse critique en termes de taille de clients, de revenus, qui nous permettent d'envisager justement un schéma de croissance beaucoup plus rentable et beaucoup plus durable. Et comme tu dis, Charlie, je pense que dans nos forces et complémentarités, Axel et moi, je vais être plutôt quelqu'un qui va être un peu dans l'anticipation du marché, du besoin, très porté sur l'innovation. Axel va avoir une capacité qui m'impressionne vraiment tous les jours, de définir un plan stratégique extrêmement clair, d'aligner l'ensemble des équipes et de pousser un niveau d'exigence très fort dans l'exécution de ce plan-là. Et là-dessus, je pense que nos duos marchent très très bien. Et je pense que ça fait écho à, quand je disais tout à l'heure d'être un peu ambidextre, quelque part, on se complète beaucoup là-dessus, en effet. C'est vrai que moi, on va dire piloter l'organisation et les opérations au jour le jour, c'est ce que je fais, c'est ce qui me prend le plus clair de mon temps. Mais avoir Rod à côté de moi, qui est capable d'aller faire de l'exploration sur, en effet, quelle va être l'adjacence dans notre produit qui fera la différence demain face à nos concurrents qui sont nombreux. Comment est-ce qu'on peut nouer des partenariats stratégiques, commerciaux avec les copains d'à côté. Comment est-ce que l'IA, justement, va venir transformer, non pas à 3, 6, 12 mois, mais à 24, 36 mois, le marché et la solution. Voilà, c'est une exploration sur laquelle tu nous aides beaucoup. Dernière question pour toi, Rodolphe. Les startups, moi qui en ai vu quand même quelques-unes dans ma vie, il y en a beaucoup qui ont tendance à vendre, tu vois, aux startups. Et puis voilà, on est dans un cercle quand même. Hein, et vous, justement, vous adressez pas que aux startups, mais voilà, des PME, ETI. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui concrètement pour aller attaquer ces marchés? Et puis c'est hyper important aujourd'hui, alors il faut que aussi ce qui est vraiment le tissu économique de la France et en Europe aussi, se transforme, se digitalise, quoi. Comment est-ce que vous allez chercher? Ouais, je pense que tu as raison. Je pense que il y a un premier côté dans ce que tu décris qui est, je dirais que le parallèle qu'on peut prendre, c'est une innovation ou un nouvel usage. Souvent, c'est les populations les plus jeunes qui vont l'adopter. Donc, dans le monde des entreprises, c'est un peu pareil. C'est-à-dire quand on arrive avec une nouvelle manière de faire les choses, souvent, ce sont les entreprises les plus jeunes et peut-être les plus dynamiques qui vont adopter cette innovation au début. Tout simplement parce qu'il y a moins de changements, on construit. Donc, les premiers utilisateurs, en tout cas d'une solution innovante, vont souvent être des boîtes jeunes et donc des startups. Nous, c'était nos premiers clients initialement, les personnes qui nous ont donné beaucoup de feedback, qui nous ont permis de construire notre solution dans les premières années de Spendesk. Mais si on s'arrête à ce marché-là, évidemment, on ne va pas très loin quand on a des ambitions assez fortes. Et donc la question qui peut se poser derrière, c'est finalement comment est-ce qu'on pénètre un tissu économique, en effet, peut-être un peu plus traditionnel. Je pense qu'il y a, et c'est un des rôles des éditeurs comme nous, finalement, c'est comment est-ce qu'on permet à ce tissu économique, comme tu mentionnais, Charlie, d'adopter ces innovations. Tout le monde est en train, enfin, l'ensemble des entreprises, en tout cas en France, des PME, des ETI, ont un enjeu de digitalisation. Ils sont encore dans cet état d'enjeu de digitalisation alors que cette révolution IA est en train d'arriver. Et je pense que c'est notre rôle finalement de leur faire pousser, de leur faire adopter ces innovations-là, parfois sans même qu'ils s'en rendent compte. Hein. Typiquement, les clients de Spendesk utilisent l'intelligence artificielle depuis 2017 sans forcément le savoir, mais d'arriver à finalement à pénétrer ces enjeux. Il y a un autre enjeu il y a quelque chose qui vient aussi nous aider là-dessus, c'est les enjeux réglementaires. La facturation électronique, c'en est un qui accélère cet agenda de digitalisation de nos entreprises, tissu peut-être un peu plus traditionnel. Mais finalement, le besoin auquel on répond, nous, avec Spendesk, qui est finalement ce pilotage extrêmement précis des coûts, cette optimisation des achats, c'est un enjeu que toutes les entreprises ont aujourd'hui, et les entreprises traditionnelles dans le contexte économique actuel ont tous finalement cet enjeu de se dire en fait comment est-ce que je contrôle mieux mes coûts et j'augmente nos marges. Donc en fait cette pertinence elle est là et je pense que ça vient de là, c'est finalement la réponse du produit aux besoins du marché à partir du moment où elle est là permet finalement de rentrer dans ce tissu un petit peu plus traditionnel. Bien, super, merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui. Merci.